Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence organisée à l'ABU dans le cadre de la Semaine de l'Europe et également du cycle de conférences questions de société. Donc bienvenue à tous. Merci d'être présents en nombre aujourd'hui. Donc on va traiter un sujet ô combien d'actualité aujourd'hui, Trump et l'Europe, avec bien sûr le lien transatlantique qui est un petit peu bouleversé cette dernière année parce que le second mandat a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc pour parler des différents enjeux politiques, juridiques, nous avons la chance d'accueillir Gaël Marty, qui est professeur en droit public, et Loïc Robert, maître de conférence en droit public. Donc merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Et vous avez notamment coécrit tous les deux Conflictualité dans l'Union européenne en 2024. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et tous. Nous allons commencer et à la fin de l'intervention, il y aura un temps d'échange avec les deux intervenants. Alors, merci beaucoup pour votre accueil et votre invitation à venir justement investir les lieux de l'ABU pour cette Semaine de l'Europe. Je profite pour faire un petit peu de pub pour la Semaine de l'Europe puisque ça termine demain. Et demain, il y a une projection débat sur le site des Quais. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Histoire de Suleiman, mais le film L'Histoire de Suleiman sera diffusé dans l'amphithéâtre Huvelin demain à 14h et ensuite sera suivi d'un débat avec des intervenants qui sont spécialistes en droit des migrations et sur les migrations européennes. Il y a encore des places et donc, bien entendu, vous êtes tous et toutes invités à venir. Et pour ceux qui ne connaissent pas le site des Quais, en plus, ça vous permettra de faire une petite visite. Bien, donc aujourd'hui, nous, on propose en effet une intervention sur Trump et l'Europe pour essayer un petit peu d'y voir un peu plus clair sur la manière dont la relation transatlantique donc entre l'Europe et les États-Unis évolue. Et donc répondre à vos questions également. Donc on va essayer de poser un petit peu les bases de ces questionnements et puis ensuite commencer un échange. L'idée, le point de départ en tout cas de la réflexion, on a choisi un extrait d'un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle L'Europe entre Poutine et Trump, qui vient d'être publié il y a quelques semaines aux éditions L'Harmattan en 2026. L'auteur, c'est Pierre Ménat, c'est un diplomate qui a donc beaucoup conseillé les présidents français pour la politique européenne, notamment aussi à l'égard des États-Unis. Et donc le constat qu'il fait, constat en 3 points, qui est que l'Europe est seule, la Russie est devenue un adversaire systémique et les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Donc c'est un triple constat qui est assez vertigineux quand on regarde ça, puisque ça modifie complètement les relations qu'on avait l'habitude d'avoir et sur lesquelles les Européens s'étaient fondés pour bâtir l'ensemble des relations qu'ils nouaient sur la scène internationale. La Russie, bien entendu, il ne nous a pas échappé que c'est une puissance qui est structurée autour d'un seul, en tout cas d'une seule volonté, qui est de faire prévaloir sa souveraineté absolue et donc sans aucun respect pour le droit international. En témoigne bien entendu la guerre qu'elle mène à l'égard de l'Ukraine. Les États-Unis, depuis le retour de Trump, et bien entendu ça va être notre focus principal aujourd'hui, c'est le retour d'un système de pouvoir brutal, décomplexé, imprévisible, fondé sur cette idéologie dont je vais un peu parler, l'idéologie MAGA, Make America Great Again, qui va profondément bouleverser la manière dont les Européens se voient et qui invite à des réponses. On verra aussi à la fin de cette intervention, peut-être avec des scénarios. On dit souvent que l'Europe est à la croisée des chemins. C'est peut-être le moment où elle doit vraiment soit amorcer un véritable sursaut, soit peut-être se confronter à un risque d'effondrement ou d'éclatement. On en parlera à la fin. Je mettrai l'accent sur le fait aussi que Trump, c'est son second mandat, puisqu'il avait déjà été au pouvoir avant, mais ce second mandat n'a pas grand-chose à voir avec son premier mandat. Et donc, c'est aussi ça qui est profondément déstabilisateur, c'est-à-dire qu'on a le retour d'un homme politique qu'on a déjà eu à la tête des États-Unis, mais qui néanmoins ne se comporte pas de la même manière, ce qui vient aussi flouter la manière dont les Européens doivent réagir et ce qui les prend au dépourvu.
Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, ils respectaient toutes les règles de droit international, hein, loin de là, mais néanmoins, là, on a vraiment un cran supplémentaire parce que aussi cette idéologie MAGA s'est approfondie et un peu s'est durcie en quelque sorte autour de valeurs qui sont profondément opposées finalement à celles des Européens. Donc l'Europe, dans tout ça, quand on dit que l'Europe est seule, c'est qu'en réalité, elle est très isolée comme ensemble territorial fondé sur des valeurs, la démocratie, l'état de droit, la protection des droits fondamentaux, la justice, l'égalité. Et ces valeurs-là, eh bien, elles ne sont plus partagées ni par les États-Unis, manifestement, ni par la Russie, bien entendu, et pas par la Chine non plus. Et donc, c'est un peu ce constat, le point de départ, qui va nous conduire, Loïc et moi. Donc, moi, je vais commencer à un peu parler de la chronologie des événements, hein, ce qui fait que depuis que Trump est arrivé, il y a quelques gros éclairages, même si j'imagine que vous les connaissez tous, mais qui vont venir illustrer ce changement de doctrine américaine. Loïc, ensuite, montrera comment, à chaque fois, les Européens ont essayé de répondre avec des attitudes assez ambivalentes, hein, parce que l'Union européenne, ce n'est pas un État, elle est composée de 27 États qui ont parfois des intérêts très opposés par rapport à ce qu'il est en train de se produire. Et puis, comme je le disais, dans un instant, on dressera des pistes de scénario. Donc Trump, chronologie des événements. Bon, l'acte 1, bien, c'est son discours d'investiture, dans lequel je vous invite, hein, si vous n'avez pas lu ou si vous ne l'avez pas entendu, je pense qu'on en a tous vu un peu, peut-être des bribes dans les médias. Il y a une revue, je ne sais pas si vous connaissez la revue Grand Continent, qui est une très très bonne revue assez récente, mais de géopolitique et de stratégie, qui, depuis que Trump est revenu au pouvoir, eh bien, publie l'intégralité de ses discours. Donc si vous voulez aller lire le discours d'investiture, je pense qu'il y a 2 documents très importants pour comprendre l'idéologie américaine actuelle. C'est le discours d'investiture de Trump et c'est sa stratégie nationale de défense, sur laquelle je reviendrai aussi dans un instant. Donc son discours d'investiture, il mélange beaucoup de formules un peu attrape-tout, hein, comme on a l'habitude de voir Trump, hein, qui ne fait pas vraiment des phrases, qui donne des grandes formules, parmi lesquelles on voit se dessiner les soubassements de cette idéologie MAGA, Make American Great Again. Peut-être pour un petit mot aussi sur cette idéologie, c'est en fait un point de convergence entre plusieurs mouvements, on peut dire des intellectuels qu'on peut qualifier de post-libertariens, le vice-président Vance, Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui, eux, en gros, si on veut un peu schématiser, sont très opposés à la liberté individuelle, à la séparation des pouvoirs, au contre-pouvoir, au multilatéralisme, au pluralisme, et donc qui s'accommodent assez bien d'un pouvoir très très fort, centralisé autour d'une personne, le chef d'État. Et donc c'est un peu c'est ça qu'il dessine. Puis à côté de ces intellectuels libéraux, on a aussi toute la tech, je perds mon mot, les GAFAM, et en effet tout un tas d'individus, hein, Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, qui eux se rassemblent autour d'une autre partie d'idéologie qui est plus techno-capitaliste, le grand capital, la technique, la technologie avant tout, et puis ils se satisfont aussi assez bien d'une idéologie de centralisation autour de personnes un peu visionnaires, comme ça, hein, ceux qui maîtrisent la technique, l'IA, la conquête spatiale, qui devraient régir le monde parce qu'ils savent mieux que les autres. Et donc eux aussi, finalement, ils convergent vers le fait que la souveraineté populaire doit être mise de côté, les contre-pouvoirs plus généralement, et bien entendu tout ce qui fait nos valeurs en tant qu'Européens, le libéralisme, la démocratie, les droits individuels, etc. Et donc dans ce discours d'investiture, il y a un peu tout ça. J'ai mis quelques points qui me semblent vraiment importants et qu'on va retrouver à travers tout ce qui s'est passé par la suite. Donc c'est très annonciateur ce discours d'investiture, hein. Tout d'abord une logique impériale. C'est ce mythe, hein, de la conquête américaine qui revient, le mythe de la frontière. Les États-Unis sont une nation qui doit s'étendre. On doit planter le drapeau américain partout. Il y a cette logique d'expansionnisme, hein, très forte
qu'on a vu après, on va le voir ensemble, mais bien entendu, il faut renommer le golfe du Mexique. Quiconque aux États-Unis prononce le mot de golfe du Mexique ne peut plus parler dans les médias, puisqu'il faut appeler ça maintenant le golfe des États-Unis. Le Canada, c'est le 51e État américain. Panama doit devenir américain. Le Groenland, le Venezuela, etc. Donc, c'est vraiment cette logique. Et puis, si on ajoute la volonté de coloniser l'espace et Mars de Elon Musk, eh bien, ça fait vraiment cette logique d'expansionnisme américain. Tout ça, assez bizarrement, se combine avec une vision aussi très isolationniste et très nationaliste. America First. Donc, à la fois, l'Amérique s'étend, mais à la fois, elle est centrée sur ses intérêts. Et il y a un peu des deux dans ce discours qui est qu'on va se retirer concrètement des zones dans lesquelles on n'a pas tellement d'intérêt à défendre. L'Ukraine, c'est loin, il y a un océan qui nous sépare, donc on va laisser les Européens se débrouiller entre eux et ne pas forcément venir au secours de l'Ukraine. On l'a bien vu aussi. Sur le plan plus culturel, c'est le retour à une société fondée sur des valeurs traditionnelles. Voilà, par exemple, dans son discours d'investiture, Donald Trump redit que le genre, il n'y en a que deux, c'est le genre féminin, le genre masculin, et qu'il va s'opposer à toutes les tentatives de déstructurer la société américaine, et bien entendu l'idéologie woke, qu'il combat beaucoup, tout ce qui est diversité, inclusion, etc. Et donc ça, c'est aussi l'une de ces parties très fortes de son discours. Et puis, dans le discours d'investiture également, il annonce aussi un programme qui va se caractériser par une mise en œuvre très rapide, et il annonce qu'il va gouverner par décret. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir américain. Le Parlement américain va être systématiquement mis de côté, et donc il va exploiter toutes les failles juridiques, ou en tout cas toutes les possibilités juridiques, il va s'appuyer pour pouvoir réglementer seul, par décret. On a vu que certains des droits de douane avaient été, Loïc en parlera, je pense, annulés par la Cour suprême américaine, en tout cas par des juges américains, mais ça ne l'arrête pas. Le temps de la justice n'est pas le temps de la politique, il sait que ces décrets vont être annulés, c'est pas grave, il en reprendra un autre 2 jours après la décision, fondé sur une autre base juridique, et puis il attendra que ce soit annulé, mais en attendant, ça s'applique. Donc, en fait, il y a aussi cette brutalité dans la manière dont il manipule le pouvoir et dont il se passe allègrement de la souveraineté populaire et du Parlement. Acte 2, bien entendu, quelques jours après son investiture, tout le monde a vu cette scène où il convoque Zelensky pour régler le problème en Ukraine et imposer ni plus ni moins qu'une solution qui est favorable aux intérêts américains, mais surtout aussi aux intérêts de la Russie. Et donc là, on voit toute la logique qui se met en place, l'humiliation qu'il utilise à l'égard de Zelensky dans le bureau ovale. Je pense que vous avez tous aussi vu ces images dans lesquelles le président ukrainien essaye de résister à cette pression psychologique, verbale, en tout cas une démonstration de la force qui fait partie de l'idéologie MAGA. L'idéologie MAGA, c'est aussi un projet culturel d'imposer un gouvernement par la force et non plus par la démocratie et par les valeurs qui nous réunissent. Ça se double aussi de critiques très fortes à l'égard de l'OTAN et donc des États européens, en disant en gros, l'OTAN... on ne va pas, nous, dépenser de l'argent, ça suffit. Le contribuable américain n'a pas à payer pour des dépenses de sécurité qui ne concernent pas les États-Unis. Les Européens, ça fait trop longtemps qu'ils externalisent en quelque sorte leurs dépenses de défense. Donc, il faut que les Européens payent pour leur défense et les États-Unis ne doivent plus accepter de payer pour la défense des Européens. Et donc, on voit bien ce qui s'amorce, c'est que les États-Unis, ils ne considèrent plus finalement l'Europe comme ses alliés, mais comme une alliance qui est conditionnelle. Et donc conditionnelle à quoi? Conditionnée à quoi? Eh bien aux intérêts américains. Instrumentale. Je veux bien vous aider, mais OK, il faut que vous acceptiez mes droits de douane, parce que de toute façon, moi, j'ai besoin de renflouer nos caisses. Et donc, c'est sécurité contre argent et contre dollars. Et surtout réversible. Et donc, on voit bien que... Trump, il change d'avis
Peut-être l'une des différences, je disais il y a un instant qu'il y a une grande différence entre le premier mandat de Trump et le second. Dans le premier, il y a eu des théories, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, la théorie du fou. Certains analystes politiques ont dit en fait, il utilise cette théorie du fou, c'est-à-dire il se comporte de manière chaotique pour déstabiliser ses adversaires. Et donc ça produit le fait qu'on ne sait jamais ce qu'il va dire, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Et c'était une technique, mais l'idée finale, c'est finalement d'assurer les intérêts américains. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que ça dépasse ça en réalité. C'est certes une modalité de Trump. Hein. Il fait en effet, il utilise cette arme qui est un peu le chaos, le changement d'avis, des phrases très brutales qui se contredisent d'une fois sur l'autre, mais tout ça pour imposer non pas seulement les intérêts américains, mais quelque chose de beaucoup plus profond que ça, qui est la remise en cause totale de ce qu'on connaît, le respect du droit international, de la démocratie, de nos valeurs, de l'État aussi. Hein. Je crois qu'il y a une profonde remise en cause de l'État profond au profit d'un gouvernement par la force et par une seule personne, en réalité. Bien entendu, l'acte 3, vous voyez que tout ça se succède. Hein. On n'est qu'en février-mars 2025. Il a fait son discours d'investiture le 20 janvier 2025. Donc, en fait, tout ça a été très, très rapide. Hein. Il l'avait d'ailleurs promis dans son discours d'investiture. Il avait dit « Je vais faire beaucoup de choses dans les 100 premiers jours de mon mandat ». Et donc, il a en effet mis tout ça en œuvre. En février-mars 2025, eh bien, c'est l'annonce de droits de douane globaux, spécifiques, à l'encontre de l'Union européenne, de la Chine et de finalement toutes les personnes avec qui les États-Unis entretiennent des relations commerciales, au mépris le plus profond de toutes les règles du commerce international dont il se passe complètement en la matière. Donc là, ce que ça a produit aussi, c'est que tout le monde a essayé d'adopter une posture. L'Union européenne s'est demandé s'il fallait qu'elle résiste ou s'il fallait qu'elle soit ferme, ou au contraire qu'elle essaye de négocier. La Chine, elle, a considéré que, d'accord, on va aller monter, escalader. Et donc, il y a eu cette incroyable escalade des droits de douane avec la Chine. Et l'autre marqueur aussi, hein, je le disais il y a un instant, c'est que tous ces droits de douane ont été imposés par décret en se passant de l'avis de la représentation, en tout cas démocratique et parlementaire, ce qui a mené quand même à une réponse des juges, mais qui vient d'intervenir, et donc qui a quand même laissé ces droits de douane s'appliquer. Acte 4, une confrontation réglementaire aussi très forte avec nos choix de société et nos choix en matière de réglementation. J'ai pris 2 domaines, mais ça ne s'y résume pas. Hein. Les domaines clés, c'est le numérique, l'intelligence artificielle et le climat. En janvier 25, ça c'est le premier jour de son mandat, deuxième jour de son mandat, Trump annonce qu'il se retire de l'accord de Paris et il se met systématiquement à contester toutes les règles environnementales en disant à chaque fois qu'on m'impose système de quotas de gaz à effet de serre ou des règles de respect des normes environnementales, en fait, ce sont des barrières douanières déguisées. Les autres, ils ne font pas ça parce qu'ils veulent sauver le climat. Ils font ça juste pour empêcher l'importation des produits américains. Et donc, je rétorque par des hausses de droits de douane, des menaces, etc. Donc ça, c'est vraiment un domaine où il considère qu'on l'empêche de drill, d'extraire, de se servir de la terre comme un réservoir de ressources naturelles. Et puis, bien entendu, l'autre domaine clé, c'est l'intelligence artificielle et plus généralement la sphère du numérique et du digital. On l'a vu avec Thierry Breton, qui était le commissaire européen français qui avait été en charge de l'adoption de ces textes que vous connaissez peut-être, le DSA, le DMA, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, toute cette réglementation européenne sur les plateformes, sur les réseaux sociaux et sur l'intelligence artificielle. Donc, Monsieur Thierry Breton, qui a participé, en tout cas, qui a fait adopter ces textes, a été interdit de séjour, sanctionné aux États-Unis, il ne peut plus y aller. Pourquoi ? Parce qu'il est attaqué pour, en tout cas, considéré comme étant à l'origine de la censure des entreprises américaines et des citoyens américains. Tout simplement parce que nous avons une conception différente en Europe de la liberté d'expression qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et lui considère au contraire que ça doit être un espace de liberté totale et que les gens sont bien responsables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils lisent et qu'ils peuvent tout simplement choisir de ne pas lire
les propos qui les heurteraient. Donc il y a une profonde divergence sur le contenu même de la liberté d'expression qui fait que Donald Trump considère que les réseaux sociaux, les grandes plateformes devraient être laissées totalement libres, qu'il ne devrait pas y avoir de régulation, et donc que toute la régulation européenne que nous, on a adoptée pour sauvegarder un certain nombre de valeurs, eh bien, ne devrait pas s'appliquer parce que ça empêche les entreprises américaines de fonctionner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctionne les dirigeants européens et puis il menace de nouveaux droits de douane en disant si vous n'arrêtez pas vos législations, eh bien, nous, on va renchérir. Toujours cette arme, les deux armes qu'il brandit tout le temps, la hausse des droits de douane et puis je vais arrêter de garantir la sécurité européenne, et puis m'opposer à toute tentative de règlement du conflit ukrainien notamment. Acte 5, la stratégie... Je suis trop lente, ça va? Je regarde un peu le temps quand même, ça passe vite. Mais j'ai bientôt terminé, en tout cas, cet exposé rapide. C'est important quand même de voir ce qui se déplie, l'argumentation qui se déplie dans cette stratégie nationale de sécurité, qui est un document qui a été élaboré et diffusé en décembre 2025, où on voit justement cette idéologie MAGA qui vise à restaurer la toute-puissance du peuple américain. Je vous donne quelques grands items. Bien entendu, c'est le fait que les États-nations sont au centre du système international, donc tout ce qui est tentative d'Union européenne ou de construction d'espace supranational, c'est complètement, pour lui, c'est inepte, puisqu'il faut que la souveraineté appartienne aux États, continue d'appartenir aux États. Mais derrière ça, il y a aussi toute une logique de hiérarchie entre les États. C'est la loi du plus fort. Il y a des États faibles, des États plus forts que les autres, des États qui ont la bombe atomique, d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, ce sont les États les plus forts qui doivent gouverner, point. C'est cette logique vraiment de la loi du plus fort. Le but sur le plan externe, puisqu'ils sont dans les camps des plus forts, c'est d'assurer la paix, mais d'assurer la paix par la force et par les choix, par la toute-puissance des choix qui sont conformes aux intérêts américains. Une conception aussi du monde comme un ensemble de ressources à exploiter. On a beaucoup parlé de l'extractivisme qui caractérise beaucoup la politique de Trump. Et puis plus généralement, un rejet du multilatéralisme. Toutes les règles qui sont fabriquées par l'Organisation mondiale du commerce, par l'ONU, tout ça, bien entendu, ne doit pas exister ou en tout cas ne doit pas s'opposer, ne doit pas être un obstacle à la poursuite des intérêts américains. Sur le plan interne, c'est une logique très illibérale. Il y a certains auteurs qui considèrent que maintenant, le nouveau clivage, c'est ça, les pays qui sont libéraux et les pays qui sont illibéraux. Donc, on pourrait beaucoup dire sur l'illibéralisme, mais l'idée, c'est d'avoir un corps social homogène, centré sur les valeurs traditionnelles, très conservateur, et puis privilégier les intérêts du peuple américain, la sécurité économique, industrielle, énergétique des États-Unis. Bien entendu, on en revient sur cette America First. Et puis là où c'est assez abyssal, cette stratégie nationale de sécurité, c'est certainement la première fois qu'on a un document des États-Unis qui cible directement l'Europe comme l'adversaire civilisationnel. L'Europe est vue comme une zone en déclin civilisationnel, du fait quoi? D'une trop grande migration. Trump dit faut arrêter la migration, ça dilue le corps social. Regardez l'Europe, ils ont trop de migrants et donc, bien entendu, ils sont en train de s'effondrer. Et puis aussi, l'Europe est vue comme une zone en déclin parce que les États ont choisi de renoncer à une partie de leur souveraineté pour construire quelque chose qui les réunit. Et donc, vision instrumentale aussi, cette Europe, c'est un marché à conquérir finalement, et donc un allié, mais seulement à certaines conditions. C'est une cible idéologique, et là, il y a une stratégie très claire. J'ai cité des extraits de cette stratégie. Trump dit dans cette stratégie, en tout cas son administration, qu'il faut cultiver au sein des nations européennes la résistance à la trajectoire actuelle, et pour cela, soutenir les partis patriotiques européens. Et donc, ce qu'on entend par parti patriotique, c'est les partis de Viktor Orban en Hongrie, les partis d'extrême droite. Et donc là, il y a une claire ingérence des fondations américaines pour soutenir ces partis politiques. Je crois que Loïc en parlera aussi un petit peu. Et donc, plus généralement, le soutien des États-Unis est conditionné, je le disais aussi il y a un instant,
à l'allégeance économique, commerciale des États européens. Avant-dernier point, dans l'actualité très récente, bien entendu, c'est le Groenland. Je passe rapidement parce que je pense que c'est frais dans toutes les têtes. Depuis quelques mois, Trump veut acquérir ou en tout cas conquérir ou acquérir. Il propose les deux options. Le Groenland, qu'il considère comme étant central pour sa sécurité. Sa sécurité, c'est sûr, puisque il y a forcément des intérêts stratégiques au Groenland et sur certaines bases, mais aussi, bien entendu, c'est aussi une question économique avec des ressources naturelles, des terres rares, des hydrocarbures, des minerais qui sont nécessaires pour les batteries, les nouvelles technologies, etc. Et puis c'est un symbole politique. Trump, la justification, c'est que les Européens ne sont pas capables, et le Danemark encore moins, de défendre le Groenland. Il avait sorti cette phrase en disant qu'il n'y avait que des traîneaux avec des chiens pour défendre le Groenland, et que lui, ce serait le seul qui pourrait s'opposer à la puissance de la Russie et de la Chine qui sont soupçonnés vouloir venir s'approvisionner au Groenland. Dernier point, bien entendu, l'Iran, depuis 3 semaines, donc Trump, les États-Unis et l'Israël ont débuté ce conflit en bombardant l'Iran, avec l'élimination dans la foulée de l'ayatollah Khamenei. Et tout de suite, ça a déclenché ce qu'on connaît tous, la réaction iranienne, le bombardement des pays du Golfe, mais aussi, pour la première fois, d'une partie du territoire européen, puisqu'il y a eu des bombardements à Chypre. Ce blocage du détroit d'Ormuz que vous voyez ici sur le schéma, avec du coup un renchérissement du prix du pétrole et du prix du gaz, qui fait que nous, sommes Européens extrêmement dépendants, bien sûr, de ces ressources pétrolières, de gaz qui passent par cet endroit et qui risquent de nous mener tout droit vers une nouvelle crise économique, énergétique. Et ce qui est en train de se jouer également, c'est que les pays, mais ça, je vais laisser la parole à Loïc qui va en parler, sont très divisés sur la stratégie à adopter face à ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Voilà, ça fait beaucoup de choses en 1 an et quelques de mandat, de second mandat de Trump. Et donc, je laisse Loïc nous parler des réactions européennes. Bien, merci. Et puis d'abord, merci à la BU pour leur invitation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a ramassé ça en 7 actes, mais je pense qu'on aurait pu en faire 25 et on n'aurait même pas épuisé le sujet. Ce qui montre bien qu'il y a quand même aussi une véritable stratégie aussi, qui a été théorisée notamment par Bannon, qui était un des conseillers de Trump sous le premier mandat, qui était d'inonder de merde, puisque c'est le terme qui est utilisé, le débat public, et de lancer en permanence des sujets qui font que ça provoque aussi une forme de sidération, qu'on a du mal à réagir, tout simplement parce que le temps de réagir à quelque chose, il y a déjà quelque chose qui est arrivé, et c'est sans doute ce qui frappe les Européens et ce qui explique en partie les difficultés, même si au-delà du coup de l'impact de la stratégie américaine, il y a aussi des faiblesses structurelles à l'Union européenne qui expliquent pourquoi les Européens ne sont pas toujours en mesure de réagir comme on pourrait le souhaiter. Alors, on va essayer de reprendre les différents actes qu'on a mentionnés, évidemment, avec une inégale importance, pour dire tout d'abord que dès l'investiture, on a déjà vu une particularité, c'est que les seuls Européens qui étaient présents au discours d'investiture étaient tous des représentants de partis d'extrême droite. La première ministre italienne Meloni, l'ancien turiféraire du Brexit Nigel Farage, Zemmour, Knafo, Marion Maréchal pour la France, ou encore des représentants du parti Vox en Espagne, du parti AfD en Allemagne. Et le lendemain du discours d'investiture, Orban, qui n'y était pas, on n'a jamais trop su s'il avait été invité, s'il avait refusé ou pas, c'était pas très clair, mais en tout cas, le lendemain, il lance un grand appel Make Europe Great Again. On voit ici, bien sûr, l'analogie qu'il souhaite faire, et il le fait à un moment d'autant plus problématique que lorsque Orban s'exprime à ce moment-là, la Hongrie occupe la présidence du Conseil de l'Union européenne, et Orban s'est rendu quelques jours avant en Russie, créant un peu un trouble pour savoir si ça engageait l'Union européenne ou pas. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais il joue bien sûr sur cette ambiguïté-là.
A contrario, von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, elle n'aura la possibilité de rencontrer Donald Trump qu'au mois de juillet 2025, donc 7 mois après son investiture, ce qui montre bien le peu de cas que fait l'administration américaine de la représentation européenne à travers la présidente de la Commission. S'agissant de l'Ukraine cette fois-ci, les choses ont été particulièrement complexes pour l'Union européenne, puisqu'il faut bien comprendre qu'il y a un enjeu existentiel, non seulement pour l'Union européenne, mais aussi et surtout pour certains de ses États membres, en premier lieu desquels les États baltes, qui sont a priori les prochaines cibles si jamais la Russie devait continuer son expansion. Et donc, il y a une vraie crainte de voir des territoires d'États membres de l'Union européenne envahis par la Russie si jamais l'Ukraine devait venir à s'effondrer, d'où la nécessité pour les Européens de maintenir un soutien fort à l'Ukraine à travers différents éléments. Le premier, c'est le maintien des sanctions qui frappent la Russie depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Donc l'Union européenne a adopté des sanctions les plus importantes qu'elle ait jamais adoptées à l'égard d'un État tiers à l'encontre de la Russie, notamment le gel d'avoirs. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir plus de 2000 personnes qui ont leurs avoirs gelés dans l'Union européenne. Le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie, on en reparlera un petit peu, puisque la question est de savoir ce qu'on peut faire de cet argent ou pas. C'est également l'interdiction de certains médias, Sputnik, Russia Today, qui sont interdits aujourd'hui sur le territoire de l'Union européenne, ou encore, bien sûr, des embargos sur le pétrole russe, avec certaines exceptions malgré tout. Bon, la première des questions, c'était de savoir est-ce qu'on allait pouvoir maintenir ces sanctions. Et on comprend bien que c'est vital, parce que si on arrête ces sanctions, qui doivent être renouvelées tous les 6 mois, à l'unanimité par les 27 États membres de l'Union européenne, alors ça créerait un avantage décisif pour la Russie, qui, bien sûr, s'en servirait face à l'Ukraine. Or, il y a eu quand même des pressions américaines pour que ces sanctions soient, si ce n'est totalement supprimées, au moins allégées, et bien sûr avec certains États membres, en premier lieu la Hongrie, qui ont pu se laisser tenter par cette stratégie-là. Finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a adopté 4 nouveaux paquets de sanctions depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Mais encore aujourd'hui, par exemple, le 20e paquet de sanctions, il est bloqué parce que la Hongrie proteste face à l'absence de volonté de l'Ukraine de réparer un oléoduc qui permet d'acheminer du pétrole jusqu'en Hongrie. Et donc, la Hongrie dit tant que vous n'avez pas réparé l'oléoduc, nous, on ne vote pas à nouveau les sanctions, ce qui, là encore, pose un vrai défi. L'Union est devenue le premier soutien financier de l'Ukraine. Il faut savoir qu'il n'y a plus aucune aide qui n'a été versée par les États-Unis depuis le 9 janvier, c'est-à-dire depuis l'avant-investiture de Donald Trump. C'était un des derniers actes faits par Joe Biden que de reverser de l'argent à l'Ukraine, un soutien à la fois financier et militaire. Aujourd'hui, c'est uniquement l'Union européenne qui finance l'effort de guerre de l'Ukraine. Avec cette particularité, c'est qu'on continue du coup d'acheter du matériel militaire américain. Donc c'est l'Union européenne qui paye et qui ensuite fait livrer le matériel militaire à l'Ukraine. Donc ça, bien sûr, c'est une situation qui est sans doute pas tenable dans la durée, ce qui pose la question de savoir si on peut trouver d'autres ressources. Et ces autres ressources-là, ça pourrait être notamment la mobilisation des avoirs russes de la Banque centrale russe qui se trouve pour l'essentiel en Belgique, dans une banque qui s'appelle Euroclear. Et donc la question, c'est de dire qu'il y a à peu près 140 milliards d'euros qui sont disponibles éventuellement. C'est est-ce qu'on peut les prendre? Alors ça pose plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? La réponse, elle n'est pas claire. Il y a 2 principes de droit international qui pourraient s'opposer. Le premier, c'est celui qu'on appelle les immunités. Donc, normalement, les avoirs souverains d'un État sont frappés d'immunité, on ne peut pas les saisir. Et puis, de l'autre côté, il y a le droit de la responsabilité internationale. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant le Parlement européen lorsqu'il a demandé qu'on utilise ces aides. C'est de dire, la Russie a commis un acte illicite en envahissant l'Ukraine, ça a causé des dommages, alors il faut qu'elle répare ce dommage. Pour réparer ce dommage, on va se servir
des avoirs russes. C'est la théorie des contre-mesures en droit international de la responsabilité. Le problème, c'est qu'au-delà de la question juridique qui est passionnante, il y a surtout des gros désaccords politiques entre États, avec des positions qui fluctuent. Mais aujourd'hui, on sait que les choses sont à peu près gelées à ce niveau-là, tout simplement parce que la Belgique, qui héberge la banque Euroclear, dit non. Il est hors de question qu'on prenne les avoirs russes parce qu'elle craint les représailles de la part de la Russie, qui a déjà clairement menacé, saisi le tribunal de l'Union européenne récemment, également une cour d'arbitrage en Russie. Et donc, la Belgique, surtout, ne veut pas se laisser entraîner sur ce terrain-là. Comme il faut l'unanimité pour ce type de décision, alors on est obligé de trouver une autre solution. L'autre solution qui a été trouvée, c'est d'essayer de faire un prêt que l'Union européenne emprunte de l'argent pour pouvoir le reverser à l'Ukraine. C'est le fameux prêt de 90 milliards qui, lui aussi, est aujourd'hui encore bloqué par la Hongrie, toujours pour les mêmes raisons, l'oléoduc de Druzhba, que la Hongrie, qui sert à alimenter la Hongrie en pétrole. Donc on voit bien, sur l'Ukraine, on a ici sans doute un point où on a eu une certaine unité de la part de l'Union européenne qui est inévitable parce qu'il y a un vrai enjeu existentiel. Mais malgré tout, quand on va dans le détail, il y a toute une série d'hypothèses où, notamment dès lors qu'on a besoin de l'unanimité, les intérêts nationaux, que ce soit la Hongrie ici, la Belgique par là, mais ça, on pourrait en citer d'autres, empêchent sans doute parfois d'avoir une politique aussi volontariste qu'on pourrait le souhaiter. S'agissant de la guerre commerciale, ici, vous avez sans doute entendu parler de cet accord de Turnberry, c'est-à-dire un accord qui a été conclu en Écosse, dans un golfe qui appartient à Donald Trump. Le message était en lui-même assez éloquent, puisqu'on est allé négocier avec Donald Trump, finalement, chez lui, et ce, en dehors du territoire de l'Union européenne, puisque, comme vous le savez, l'Écosse et le Royaume-Uni auquel elle appartient ne font plus partie de l'Union depuis 2020. Cet accord, si on le résume, c'est que les États-Unis acceptent dans leur grande générosité de ne pas imposer plus de 15% de droits de douane aux produits européens. En échange de quoi, nous, on supprime tous nos droits de douane vis-à-vis des produits américains. Et puis, on s'engage à leur acheter 700 milliards de produits énergétiques, notamment du GNL. On s'engage par ailleurs à faire des investissements extrêmement important aux États-Unis. Clairement, le message, il est clairement celui d'une vassalisation, ce qui a pu être dénoncé, même si, quand on regarde dans les faits, la Commission européenne s'est engagée à beaucoup de choses qu'elle n'a pas les moyens de faire respecter. Sans doute que les États-Unis le savent pertinemment, mais ce qui importe, c'est le message politique qui consiste à dire « Regardez comme j'ai bien réussi à taper sur les Européens, même si c'est totalement dénué d'effets, c'est pas grave. Au moins, ça permet de remporter une victoire politique sur la scène politique interne aux États-Unis. En tout état de cause, ça pose de graves questions, puisque on l'a vu à de multiples reprises, malgré cet accord, qui juridiquement n'en est pas véritablement un. Il n'y a pas de traité international qui a été conclu. Malgré cet accord, ça n'empêche pas Donald Trump, dès que l'occasion se présente, de remenacer de droits de douane tout État qui n'irait pas dans son sens. On pense par exemple à ce qu'il a fait vis-à-vis de l'Espagne, lorsque l'Espagne a refusé aux avions américains le droit d'atterrir sur des bases situées en Espagne. On menace de droits de douane un État membre de l'Union européenne. Donc là, on a vraiment sans doute le pic de tension dans la relation transatlantique, notamment parce que le commerce, c'est censé être la force de l'Union européenne. Et c'est sans doute là peut-être le principal problème dans cette histoire, c'est que normalement, c'est là-dessus qu'on sait faire, c'est là-dessus qu'on est bon, c'est en matière commerciale. On est une puissance commerciale, les États-Unis ont besoin de pouvoir pénétrer notre marché commercial, d'avoir un débouché commercial en Europe, et lorsqu'on ne se fait pas respecter sur cette question-là, c'est sans doute un gros aveu de faiblesse de la part des Européens. Sur la confrontation réglementaire, alors ici, c'est peut-être une conséquence indirecte. D'ailleurs, parmi les conséquences indirectes de cette guerre commerciale, on pourrait aussi mentionner la question du Mercosur, par exemple. On ne peut sans doute pas comprendre l'empressement de ratifier le Mercosur si on n'a pas en tête la guerre commerciale aux États-Unis.
avec les États-Unis. Sans doute que là, ça devenait de plus en plus pressant. Je pense notamment à l'industrie automobile allemande. Mais ça s'est traduit également par cette idée que, peut-être qu'il faut qu'on cherche un autre moyen de dynamiser notre économie, puisque les échanges transatlantiques vont être compliqués. Sans doute que c'est aussi un moyen de montrer patte blanche aux États-Unis, que de montrer qu'on fait des efforts dans ce sens-là. Puis sans doute qu'il y a aussi une victoire culturelle de la part du discours MAGA sur le fait qu'il y a trop de législation environnementale, trop de législation sur le numérique et que tout ça, il faut le réduire. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples, notamment sur la question du pacte vert, avec ces lois dites omnibus, qui consistent en gros à défaire ce qu'on a fait pendant la mandature précédente. Entre 2019 et 2024, c'était le temps du pacte vert. On a adopté plein de réglementations environnementales. Et puis, petit à petit, on les détricote. Alors, par exemple, sur le devoir de vigilance, on le vide de sa substance, on décale son entrée en vigueur dans le temps. On fait pareil sur la déforestation. Sur les véhicules thermiques, vous avez entendu que normalement, on ne devait plus pouvoir en vendre après 2035. Finalement, on pourra encore en vendre un petit peu. Lorsqu'il a fallu mener des enquêtes vis-à-vis des GAFAM, je pense notamment à X, s'agissant du respect du DSA, donc ça c'est les règles qui s'appliquent aux grandes plateformes numériques. Vous savez que X est accusé notamment de favoriser la désinformation, est accusé de tromper parfois les utilisateurs. Son IA a été mis en cause, Grok, parce que ça permettait d'afficher des personnes dénudées sur demande, etc. etc. On sait que par exemple ici, il y a eu une tentative de la part de la Direction générale du commerce de l'Union européenne, de la Commission européenne, d'essayer de freiner un peu la DG Concurrence lorsqu'elle a voulu mettre en place des sanctions contre X en disant oui mais bon, si jamais vous sanctionnez X c'est quand même Musk c'est le copain de Trump, du coup on va prendre encore plus cher sur les droits de douane, donc il faudrait peut-être essayer de faire un peu moins fort. Finalement on a quand même sanctionné X, c'est la première grosse sanction du DSA avec 120 millions d'euros, ce qui pourrait que c'est pas grand-chose. Sans doute que peut-être ce montant peut s'expliquer en partie, pas uniquement, par le fait d'avoir voulu essayer de ménager l'administration Trump. Et puis enfin, le dernier point, c'est ce qui est actuellement en cours, cette idée d'omnibus numérique, c'est-à-dire de revenir en arrière aussi sur certaines réglementations numériques. Je pense notamment au RGPD que vous connaissez à travers la question des cookies, à travers la question plus généralement de la protection de nos données personnelles. Là aussi, il y a des propositions actuellement de la Commission européenne pour notamment amoindrir les obligations des entreprises, ce qui évidemment est peut-être pas uniquement lié aux pressions américaines, mais qui va clairement dans le sens des demandes faites depuis des années par les grandes entreprises américaines. S'agissant de la stratégie nationale de sécurité qu'on a déjà mentionnée, ici on voit bien vraiment l'opposition frontale entre l'idéologie MAGA et le projet européen. En clair, le projet européen, c'est la remise en cause de la centralité de l'État-nation à travers une coopération internationale, une intégration entre les États, le respect du droit international, du libéralisme politique, c'est-à-dire la défense des droits fondamentaux, la lutte contre les discriminations. Tout ça, c'est en opposition frontale avec ce qui est écrit dans la stratégie nationale de sécurité. Et on le voit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet idéal européen, il est remis en cause au sein même de l'Union européenne, à travers certains États, on pense notamment à la Hongrie, à l'Italie, la Slovaquie, à travers certains mouvements politiques dans d'autres États qui sont activement soutenus par les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais notamment, on a relevé que dans le cadre de la campagne des municipales à Paris, on ne sait pas expliquer pourquoi les vidéos postées par Sarah Knafo, qui est donc la candidate Reconquête, ont été beaucoup plus vues que toutes les autres vidéos de campagne de tout autre candidat au municipal de n'importe quelle ville en France. On ne sait pas l'expliquer au regard des règles algorithmiques classiques de X. La seule explication qu'on peut trouver, c'est que X ait artificiellement boosté la visibilité de ces vidéos. On rappelle que Sarah Knafo faisait partie des invités à la cérémonie d'investiture. On peut peut-être y voir
un lien de causalité, même si aujourd'hui on ne peut pas le dire, puisque bien sûr X protège totalement son algorithme et qu'on ne peut pas y accéder pour mener ce type d'enquête. Enfin, bien sûr, l'idéologie MAGA, qui s'est traduite notamment par plusieurs rapports produits par l'Heritage Foundation, qui est à l'origine du programme de Donald Trump pour les élections, eh bien ici a clairement mis en place une espèce de projet européen alternatif qu'on appelle le Great Reset, la grande réinitialisation, qui vise à proposer une autre forme d'intégration européenne, qui serait plutôt une forme simplement de coopération sur certains sujets, mais où on oublierait notamment toute la place des valeurs. Sur le Groenland, on peut noter qu'on a eu clairement ici une unité qui s'est faite, notamment avec des déclarations assez fermes de la part de l'ensemble des acteurs de l'Union européenne, ce qui est assez rare pour être souligné. On verra que, par exemple, ça n'a pas du tout été le cas sur l'Iran. Ici, on a clairement eu une unanimité avec aussi bien la haute représentante pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, qui a bien précisé que le Groenland n'était pas à vendre, un soutien des États qui ont même envoyé certains militaires sur place, ce qui d'ailleurs, semble-t-il, a eu quand même un certain nombre d'effets, puisqu'on n'a plus beaucoup entendu parler du Groenland et qu'on a plutôt, ce qui est assez rare pour être souligné, entendu Donald Trump descendre un petit peu dans l'escalade du conflit, ce qui montre bien peut-être que la d'amortir les chocs et de faire le dos rond, ça ne marche pas beaucoup. En revanche, lorsqu'on montre les muscles, même s'ils ne sont pas très gros, ça peut avoir quelques effets. Et puis enfin, on terminera par la question de l'Iran, pour dire qu'ici, on a sans doute ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est la capacité à mener une politique étrangère cohérente, notamment parce qu'on a des dissensions au sein même des institutions de l'Union. Là où Ursula von der Leyen a plaidé pour le fait qu'on ne pouvait plus être le gardien d'un ordre qui a disparu, d'un ordre international fondé sur le multilatéralisme, ça n'existe plus, il faut en tenir compte. Et donc, il faut qu'on arrête de s'illusionner. De l'autre côté, le président du Conseil européen, Antonio Costa, lui nous dit en gros exactement l'inverse. Il faut qu'on continue de défendre un ordre international fondé sur des règles. Qui parle au nom de l'Union européenne ici? La question, elle n'est pas si claire. Et surtout, on a beaucoup de mal à avoir une position commune, puisque dans le domaine de la politique étrangère, chaque État possède une sorte de droit de veto, puisque toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Est-ce qu'il faut aller aider les États-Unis à sécuriser le détroit d'Ormuz? L'Union européenne ne pourrait jamais décider de quoi que ce soit sans l'ensemble des États membres. Est-ce qu'il faut protester vigoureusement contre les atteintes au droit international? Puisqu'il y a une chose qui est claire, c'est que le bombardement de l'Iran est totalement contraire aux règles de droit international. C'est la même chose. On ne peut pas avoir une position claire puisqu'il n'y a pas d'unanimité au sein de l'Union européenne. Et donc, on a ici sans doute un fort constat d'impuissance. On ne peut que récupérer les problèmes, c'est-à-dire la crise énergétique qui va s'en suivre et qu'il va falloir amortir, qui va à nouveau constituer un défi pour les démocraties européennes. Par ailleurs, une espèce de crise au sein même de nos sociétés politiques européennes parce qu'on est aussi coincé dans nos propres ambivalences dans l'Union. À la fois, on se dit très attaché au droit international, c'est dans les traités sur l'Union européenne, on doit défendre le droit international et en même temps, on doit aussi défendre les droits de l'homme dans le monde. Or, ce qui est aussi sûr que le fait que l'agression de l'Iran était contraire au droit international, c'est que l'Iran bafoue les droits de l'homme depuis des années et des années. D'ailleurs, on les sanctionne pour cela. Et donc, comment est-ce que je fais pour arbitrer entre ces deux exigences, sauvegarder le droit international d'un côté, sauvegarder mes valeurs de l'autre? J'ai envie de dire, les États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là, puisque les valeurs, ils s'en foutent. Donc, ils peuvent y aller uniquement en poursuivant leurs intérêts. Et évidemment, ils sont beaucoup plus à l'aise dans ce type de cas-là que nous, les Européens, où on est un peu pris dans nos propres contradictions. Bien, pour terminer, quelques scénarios possibles. Alors, bien entendu, là, on est un peu dans la science politique ou juridique fiction, puisqu'on n'en sait rien. On peut juste essayer de trouver quelques indices
et à partir de ça, essayer d'explorer un peu ce qui nous attend, nous, en tant qu'Européens. Donc, 3 scénarios qui sont un peu des idéotypes. Hein. Bien entendu, il y a toute une déclinaison de scénarios possibles, mais en gros, on peut voir trois pôles qui peuvent se dessiner. Le scénario 1, ce à quoi appellent à peu près tous les hommes politiques, analystes européens qui souhaitent qu'enfin l'Europe se réveille et que cette crise soit vraiment une occasion pour l'Union européenne de se réformer de l'intérieur et d'avancer et de progresser. Donc c'est notre scénario 1, le sursaut, la consolidation, l'autonomie stratégique de l'Union. L'idée, c'est que toutes ces crises vont finir par catalyser un réflexe d'unité. Les Européens vont prendre conscience du fait que seuls, ils n'arriveront pas à faire face à ces 3 empires qui se dessinent, hein, la Russie, la Chine, les États-Unis, et qu'il faut véritablement aussi jouer cette carte du renforcement et de présenter un front uni. Quelques indices, hein, on a parlé, Loïc a parlé il y a un instant du fait que von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Antonio Costa s'étaient un peu opposés sur qu'est-ce qu'on fait du droit international. Bon, il y a quand même des discours heureusement cohérents et convergents. Von der Leyen est revenue un peu sur sa déclaration en disant non mais j'ai pas voulu tellement dire quand même qu'il fallait pas respecter le droit international. Je dis juste que il faut prendre conscience que tout ça change. Et en tout cas, toutes les deux, hein, von der Leyen et Kaja Kallas, qui représentent l'Union sur la scène internationale pour la politique étrangère, s'allient sur le fait qu'il faut s'adapter à un ordre mondial chaotique, coercitif, et donc il faut réaffirmer un modèle européen. Donc là, après une petite divergence d'opinion, on voit qu'on essaye quand même de resserrer un peu les rangs. Et puis, ce serait trop long de développer plus en détail, mais on a vu aussi dans les quelques mois qui ont précédé l'attaque en Iran une coordination, un début de coordination renforcée en matière de défense européenne, en matière diplomatique, un effort budgétaire aussi pour commencer à avoir une véritable politique de défense, d'armement. Alors c'est tout au début, on est tout au début, mais peut-être que ça nous donne un petit indice de ce qui pourrait se produire. Le résultat, c'est que l'Union européenne, si elle poursuivait dans cette voie, elle pourrait très certainement être une puissance non seulement normative, c'est-à-dire une puissance qui projette du droit, des valeurs, comme on sait le faire, mais en plus peut-être une puissance militaire moyenne en tout cas. Et puis, tout ça devrait certainement s'accompagner d'un renforcement des institutions européennes, très certainement de la zone euro, de la politique étrangère. Peut-être, Loïc l'a dit, notre principale faiblesse, c'est qu'on a encore certains domaines qui sont régis par l'unanimité. Et donc ça freine la prise de décision, tout simplement. Dès qu'on a un seul État qui est opposé, on ne peut pas aller plus loin. Donc il faudrait certainement, pour que ce scénario soit crédible, qu'on réforme les institutions européennes et peut-être qu'on abandonne cette règle de l'unanimité. Mais bien entendu, en l'état actuel, pour réviser les traités européens, il faut l'unanimité. Et donc la Hongrie, c'est clair, ne voudra absolument pas s'engager dans ce sens. Donc il y a quand même des dispositifs qui peuvent exister, des coopérations renforcées. Donc on pourrait bâtir des choses. Les juristes sont très imaginatifs quand il s'agit de passer outre certains problèmes, mais encore faut-il qu'il y ait la volonté politique. Bon, le scénario 2, c'est le scénario inverse. C'est la fragmentation, l'éclatement de l'Union, qui pourrait être plus ou moins violent et plus ou moins rapide. Donc là, l'idée, ce serait que toutes ces dissensions finissent par étouffer la cohésion et qu'on se retrouve avec une double fracture qui se dessine un peu. Alors, c'est schématique, mais bien entendu, c'est beaucoup plus nuancé, plus complexe que ça, mais on n'a pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais en gros, quand même, ce qu'on voit, c'est qu'on a des pays qui sont très attachés à leur sécurité parce qu'ils sont proches de la frontière russe et que ils ont du mal à abandonner l'allié américain dont ils pensent toujours qu'il va pouvoir les aider. Et puis d'autres qui sont plus attachés au droit et au respect du droit international parce que aussi moins confrontés au risque russe. Et puis aussi, on a une autre dichotomie entre les pays du Nord et du Sud. Là, sur le plan plutôt de l'orthodoxie budgétaire, est-ce qu'on fait des emprunts ensemble ou est-ce qu'au contraire, chacun gère son argent comme il le souhaite? Et là aussi, on a plutôt ici une dichotomie entre des pays nord-sud, en quelque sorte. Les indices de ce possible scénario de la fragmentation et de l'éclatement,
eh bien, c'est le fait que là, quand même, on a de plus en plus d'États, mais aussi au sein des institutions européennes, des critiques fortes à l'égard de von der Leyen, plus généralement des Allemands. Hein. On a un peu ce discours comme quoi les Allemands, finalement, ils sont au centre de tout, avec Ursula von der Leyen, avec le chancelier allemand Merz aussi, qui a pris beaucoup d'ampleur. Donc une crise de légitimité un peu de la Commission européenne et puis également de certains pays qui étaient moteurs. Hein. Je pense que tout le monde a entendu parler du couple franco-allemand qui pendant des années a permis de donner de l'élan. Bon, ben là, on sait que ça ne marche pas très bien à l'heure actuelle. Et puis, bien sûr, certains pays qui font cavalier seul, on l'a déjà dit, la Hongrie, l'Italie également. Et donc, ça, c'est des fragments des ferments de désintégration, puisque là, la Hongrie, systématiquement, sur quasiment tous les dossiers qui nécessiteraient une union, eh bien, à chaque fois, elle menace son veto ou elle le pose carrément. Et puis, Loïc en a parlé, hein, ces omnibus, hein, ces législations qui viennent détricoter tout ce qu'on a fait pendant les 5 dernières années, tout ce qu'on a fait pour aller dans le sens d'une progression de nos valeurs, respect de l'environnement, encadrement des grandes entreprises, encadrement du numérique, de l'intelligence artificielle pour protéger nos valeurs, ben ça, on voit que la Commission européenne est en train d'essayer de détricoter ça. Et donc, peut-être un retour du marché contre les valeurs qui fait que on reviendrait à une Union européenne qui est très instrumentale, très centrée sur l'économie. Donc, le résultat possible, il y a plusieurs, à l'intérieur de ce scénario, plusieurs scénarios. C'est soit l'éclatement total de l'Union européenne, soit peut-être une union des cercles concentriques, c'est-à-dire un noyau dur dans lequel on a des valeurs communes et on fait de l'économie ensemble. Et puis, autour de ce noyau dur, eh bien, une périphérie d'États qui, en gros, sont d'accord pour faire du commerce, mais c'est tout, quoi. Qui ne partagent pas forcément les valeurs et pas de politique étrangère, etc. Donc, bien entendu, dans un tel scénario, il n'y a plus de politique coordonnée, ni en matière de défense, ni en matière de politique étrangère. Et donc, bien entendu, ceux qui en tirent les bénéfices, eh bien, ce sont Washington et Moscou qui vont exploiter forcément ces divisions et qui vont faire que cette Union européenne qui a déjà du mal à avoir de la crédibilité sur la scène internationale, elle en aurait encore moins. Et puis, on a pensé à un scénario un peu demi-mesure, qui a peut-être toutes les chances du coup d'être celui qui va être poursuivi. C'est une sorte d'adaptation pragmatique. L'Union européenne sait bien faire ça. On dit souvent que l'Union européenne, c'est le résultat des crises. Et donc, elle s'adapte à chaque fois qu'il y a des crises, mais finalement, elle trouve une sorte... On n'a jamais eu de sursaut véritablement fédéral, ni encore pour l'instant de véritable éclatement. Et donc, à chaque fois, on est dans cette troisième voie. Donc, l'Union européenne, dans cette idée, pourrait, ce qui est en train un petit peu d'advenir, admettre que l'ancien cadre multilatéral n'existe plus, sans toutefois aller jusqu'à elle-même contribuer à détricoter le droit international. Donc, se déclarer toujours inquiète et soucieuse de respecter les règles du droit international dans un monde qui ne les respecte plus, et donc obligée de trouver toujours une approche pragmatique, et donc peut-être d'être plus souple sur les valeurs, parce que jouer à un jeu avec des personnes qui ne respectent pas les règles du jeu, on sait bien que c'est nous qui perdons. Donc, ça obligerait à avoir cette attitude un peu plus pragmatique. Donc, les indices, c'est aussi à partir des discours qu'on bâtit ces scénarios. Von der Leyen, on l'a dit, qui appelle à ne plus être la gardienne de cet ancienne ordre mondial, en disant, en gros, il faut bien se rendre compte que, justement, les autres puissances ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu que nous. Et donc, peut-être qu'il faut, nous aussi, défendre nos intérêts par d'autres moyens, plus offensifs. Voilà, et donc cette espèce de troisième voie. Et puis, l'Europe redeviendrait finalement très centrée sur l'économie. On voit aussi des indices de ça, avec l'idée qu'il faut aussi, nous, favoriser les champions européens, diminuer les règles. On n'a pas dit ça quand on a parlé de l'omnibus en matière de numérique et de digital, mais l'une des justifications de la Commission européenne, c'est de dire nous avons trop de réglementation en Europe et ça empêche nos entreprises de se développer, nos entreprises européennes, et par conséquent, on est obligé d'aller, en tout cas, se fournir avec les entreprises américaines. Et donc, c'est aussi un enjeu quand même d'autonomie stratégique, de dire il faut quand même peut-être un jour qu'on ait des véritables entreprises, un cloud
pour stocker nos données, des équivalents aux GAFAM qui soient proprement européens. Et donc, dans ce scénario, ça veut dire que c'est un peu statu quo. L'architecture politique institutionnelle resterait inchangée, mais voilà, on serait plus dans une sorte d'adaptation stratégique et pragmatique au nouvel ordre, avec, ça semble clair, un recentrage sur l'économie, parce qu'au moins ça, les 27 sont d'accord, et c'est bien le point d'ancrage actuel. Voilà, on a terminé, je crois. Peut-être tu veux ajouter un mot? Non. Bien. Et donc, on sera ravis de répondre à vos questions. Ouais. Merci beaucoup, Gaël et Loïc. C'était super intéressant. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de notes, j'en profitais. Je voulais parler de la défense. Alors, vous en avez un peu parlé, mais par contre, dans les aspects un peu positifs, me semble-t-il, dans plus d'intégration européenne, il y a quand même ce fameux programme SAFE. Donc, c'est concret, c'est 150 milliards, c'est pas rien quand même. C'est à nouveau un très grand emprunt européen pour favoriser l'industrialisation de la défense européenne, avec des conditions. Il faut que 2/3 de l'argent serve à acheter du matériel fabriqué en Europe, pas encore acheter du matériel américain. Donc là, il y a une vraie avancée, beaucoup plus que par exemple sur le rapport Draghi, où Draghi lui-même il dit pour le moment on a fait 15% de mon rapport, donc il y a encore du boulot. Et donc c'est vrai qu'on est la pression malheureusement de la guerre, qui peut expliquer qu'on avance plus vite dans ce domaine-là. Et donc ma question c'est comment vous voyez l'évolution. Donc les Américains se retirent, à la limite. C'est normal. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que les Américains assurent la défense de l'Europe. Il y a un moment, là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir. Nous, on n'assure pas la défense des États-Unis en Amérique. Donc, que les Américains se retirent de la défense européenne, ça paraît logique. C'est une autre époque. Donc comment vous voyez la suite? Est-ce que certains disent il faudrait quand même profiter de l'OTAN, qui est une structure de coordination, et donc faire une sorte d'OTAN européenne, en gros virer les Américains et puis contrôler l'OTAN, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Enfin, comment vous voyez l'évolution de cette plus grande souveraineté de la défense, qui est quand même très importante, et vis-à-vis de l'Ukraine. J'ai écouté à Lyon 3, il y a quelques mois, une conférence de Guillaume Ancel, vous connaissez bien, qui était super intéressante, et qui expliquait, c'est lui qui dit, moi c'est pas moi le stratège, que heureusement qu'il y avait justement les systèmes de renseignement américains par satellite pour l'Ukraine au démarrage. Grâce à ça, ils ont été hyper efficaces, les Ukrainiens. Il y aurait eu même 500 000 morts, selon lui, 500 000 morts chez les Russes, c'est quand même énorme, c'est effroyable. Et dit, voilà, donc il faut bien sûr qu'on ait cette autonomie en matière de renseignement militaire. Tant qu'on l'a pas, on est prisonnier des Américains, malheureusement, et ça explique beaucoup de choses, notamment cet accord inégal en Écosse, etc. Voilà, donc comment vous voyez la suite de la défense européenne? Est-ce qu'on prend d'autres questions ou Non. Alors, je pense qu'on est d'accord sur le fait que sans doute c'est là où on a vu les progrès les plus spectaculaires, mais qui d'ailleurs en réalité ont débuté avant même le second mandat de Trump, puisqu'en fait c'est surtout l'agression de l'Ukraine qui a déclenché ce sursaut, notamment avec un espèce de virage à 180 degrés des Allemands qui a quand même énormément fait évoluer les choses. Et bien sûr que SAFE, Rearm Europe, plusieurs programmes ont fait qu'on a pu avancer quand même. Bon, malgré tout, je pense qu'on reste quand même prisonnier du fait que, d'une part, chaque État défend quand même ses intérêts. Je pense par exemple à la question de l'avion de combat. On voit bien ce que ça donne lorsque d'un côté, si on résume, la France dit c'est Dassault qui doit tout faire, et puis les autres peuvent éventuellement faire un petit truc si on tolère, mais rien d'autre. Et de l'autre côté, les Allemands qui disent non, si c'est pas nous qui pilotons tout, du coup on fait pas, et finalement on fait rien. Donc on voit que même là, alors même que ça paraît d'une logique implacable de se dire qu'il faut qu'on ait une interopérabilité des armes. Si on veut mettre en place une puissance militaire européenne, on ne peut pas avoir 27 armées différentes qui ne peuvent pas travailler ensemble. Même là, on a quand même du mal à le faire. Le deuxième point, c'est que bien sûr, il y a quand même une question de budgétaire. Ça coûte cher. Et comme ça coûte cher, ça signifie qu'il faut trouver les ressources pour. Or, soit c'est des ressources nationales, et c'est en gros
possible pour les États qui en ont les moyens, par exemple, c'est le cas de l'Allemagne, soit les États n'ont pas les moyens, ce qui est aujourd'hui le cas typiquement de la France. Et donc, on appelle à faire des emprunts européens et à fédéraliser, entre guillemets, par le budget, l'idée de la défense européenne. Et les Allemands, ici, sont vent debout contre cette idée. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on touche aussi un peu à une limite, qui est que, à chaque fois, on en revient quand même ici. On est vraiment au cœur de la souveraineté. Et donc, que ce soit pour défendre une industrie de défense nationale ou pour défendre un modèle budgétaire, orthodoxie d'un côté, recours beaucoup plus facile à l'emprunt de l'autre, les États ont quand même du mal à se mettre d'accord. Donc, on est bien d'accord sur le fait que c'est plutôt encourageant ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on touche un peu une limite. Après, je sais pas si... Non, juste peut-être rajouter que sur la question de l'OTAN, il y a à l'heure actuelle pas du tout d'accord sur ce qu'on en fait. Si on développe justement une infrastructure institutionnelle de défense, est-ce qu'on la développe à côté de l'OTAN ? Il y a des États qui sont pour, d'autres qui sont radicalement opposés à ce... Parce que ça enverrait un signal aux États-Unis qu'on veut... à la fois, les États-Unis poussent à ça, mais ils n'ont pas totalement envie d'être exclus non plus du jeu. Et puis, à l'intérieur de l'OTAN, il y a ceux qui ne veulent même pas développer une sorte de sous-commandement européen intégré, en disant que ça prendrait trop d'autonomie par rapport aux Américains, qui risquent de mal le prendre, et donc ce n'est pas le moment de les heurter, quoi. Donc ça, je pense que c'est aussi l'un des grands chantiers. Je pense qu'il faut suivre vraiment ce qui se passe aujourd'hui et demain, puisque en ce moment même, au Conseil européen, les 27 chefs d'État sont réunis pour parler de ce qui se passe en Iran et des moyens plus généralement d'assurer aussi cette autonomie stratégique européenne. Et donc, il y aura certainement, en tout cas peut-être, des choses qui vont se dessiner à l'issue de ce sommet européen là actuel, où tout ça va être discuté et mis sur la table. Bonsoir. Déjà, je tenais à vous remercier pour votre intervention qui était passionnante. Je voulais vous questionner sur les récentes positions qu'a pris notamment Pedro Sanchez concernant l'opération israélo-américaine en Iran. Il assume donc des positions qui sont totalement en rupture avec celles européennes, en affirmant que il ne légitime absolument pas cette attaque. Et je voulais savoir si ce positionnement en rupture donc avec l'Union européenne, mais aussi en confrontation aux États-Unis, serait-elle donc à privilégier aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire un peu une démonstration de force à Donald Trump, ou est-ce que c'est risqué justement de contredire un peu ce géant donc Donald Trump a menacé l'Espagne donc de rompre tout accord commercial, notamment avec eux. Alors déjà, ma première question, c'est donc est-ce qu'il faut privilégier ce positionnement en confrontation aux États-Unis, et jusqu'où les États-Unis peuvent aller pour, entre guillemets, punir l'Espagne? Ce qui est intéressant, si on fait un peu d'histoire, c'est que la prise de position de Pedro Sanchez, elle s'inscrit quand même aussi dans une histoire particulière en Espagne, qui est qu'en 2003, le gouvernement Aznar, qui était l'autre bord politique en Espagne, avait foncé tête baissée avec les États-Unis pour la Deuxième Guerre du Golfe, et que ça a laissé des stigmates dans l'opinion publique qui sont assez forts. Deuxièmement, l'Espagne, en tout cas le gouvernement de Pedro Sanchez, a clairement un discours qui a longtemps été d'ailleurs quand même aussi celui de l'Union européenne, sur la place du droit international et son importance. Je vous renvoie notamment aux prises de position espagnoles s'agissant du conflit à Gaza, par exemple, où on a clairement vu ici que c'était l'État qui était sans doute à la pointe de la défense du droit international humanitaire, notamment, qui employait des mots extrêmement fort vis-à-vis d'Israël, qui a été un des soutiens de la suspension de l'accord d'association, par exemple. Ça me paraît être une stratégie générale de l'Espagne qui est, d'une part, qui s'explique par son contexte national, qui est finalement assez conforme au discours traditionnel de l'Union européenne, plutôt conforme, par exemple, au discours qu'a tenu Antonio Costa quand il dit qu'il faut défendre,
peut-être qu'ici, on a d'ailleurs un clivage aussi, je sais pas, nord-sud, etc. Ici, on voit un Portugais, un Espagnol qui tiennent des discours très favorables au droit international. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Tout dépend quel est l'objectif, tout dépend quelle est la finalité. Très clairement, la stratégie du dos rond, par exemple, qui a été celle de l'Union européenne en matière commerciale, elle a eu quand même des vertus de donner un peu, au moins pendant un temps, une certaine stabilité et donc de permettre à des entreprises de survivre, parce qu'il y a quand même des entreprises qui vivent des exportations aux États-Unis et qui s'effondrent du jour au lendemain avec les emplois qui vont avec si jamais il y a une escalade commerciale façon USA-Chine. Voilà, c'est compliqué. Bon, clairement, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penseras toi, Gaël, mais nous, on aime bien le discours de Pedro Sanchez. Ça fait du bien d'entendre ce genre de truc. Bon, après, ça crée quand même des difficultés. On voit d'ailleurs ici qu'on a un vrai sujet de savoir tenir un discours cohérent. Au moment où Pedro Sanchez fait ce discours-là, et à cette position-là, notamment sur l'utilisation des bases en Espagne, Merz est dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Et en gros, lorsque Trump dézingue Sanchez, Merz, il dit en gros, pas de problème, je suis d'accord. Bon, finalement, il a un peu rechangé de discours depuis. Mais donc, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que je pense que ça pourrait éventuellement être le bon discours, mais à condition que ce soit le discours de l'Union européenne et pas seulement d'un État. Lorsque c'est le discours d'un seul État, c'est quand même problématique. Ensuite, qu'est-ce que risque exactement l'Espagne ? Elle risque effectivement, puisque vous aurez compris que du point de vue de Donald Trump, il n'y a pas de règle, donc il peut faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il va bombarder l'Espagne ? Sans doute pas. Est-ce qu'il va se mettre à mettre en place des droits de douane prohibitifs sur les produits espagnols ? Il en serait peut-être capable. La question, c'est surtout quelle serait derrière la réaction des Européens. On notera quand même que sur ce point-là, il y a quand même eu une unanimité pour dire on ne peut pas rejouer avec les droits de douane vis-à-vis d'un État. Et donc, il y a eu un soutien quand même qui a été exprimé après les menaces faites par Donald Trump. Non, pas beaucoup de choses à ajouter parce que je souscris à ce qui a été dit. En effet, d'une part, sur le fait que je ne crois pas beaucoup à la stratégie d'apaisement avec Trump, qui clairement interprète tout signe de négociation comme un signe de faiblesse. Dans son discours, c'est le plus fort qui a raison. Et donc, bien entendu, lui, il teste continuellement pour vérifier s'il y a une résistance qui s'oppose. S'il n'y en a pas, il continue. Donc, moi, je ne suis pas très convaincue par cette idée qu'on va aller négocier quelque chose avec lui. Je pense plutôt qu'il faut être assez ferme et rappeler les principes qui nous lient. Après, bien entendu, il faut réussir à parler d'une seule voix. Et c'est bien tout le problème, comme l'a dit Loïc. Pour l'instant, le fait qu'on n'ait qu'un seul État, même si l'Espagne est en train d'entraîner derrière elle certains autres, mais je pense que Trump se réjouit parce que ça expose très clairement la position qu'il défend, qui est que l'Union européenne, c'est personne, puisqu'on n'est pas capable de parler d'une seule voix. Donc ça c'est vraiment l'un des gros enjeux à l'heure actuelle, c'est d'arriver à trouver, peut-être en tout cas à pas laisser s'exprimer des dissensions et donc à véritablement œuvrer en faveur d'une parole unique et ferme à l'égard de Trump. Vous avez beaucoup... Merci d'abord pour tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas également que la composition actuelle du Parlement européen, qui a beaucoup évolué depuis 2024, constitue également une faiblesse ? Et on voit bien qu'on a du mal quand même de plus en plus à faire passer au Parlement des textes qui seraient quand même plutôt pro-européens, ou du moins pour une évolution de l'Union européenne, que ce que l'on pouvait avoir avant, avec une majorité qui était un peu plus consensuelle, et surtout avec moins d'extrême droite, il faut appeler un chat, et que cette composition était aussi une difficulté. Quel est votre avis là-dessus ? Oui, en effet, je pense que depuis novembre, c'est ça, le premier vote qui a permis de faire sauter ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire, c'était cette
accord entre les partis politiques traditionnels de dire on ne négocie pas et on ne s'allie pas avec l'extrême droite. Donc au Parlement européen, ce cordon sanitaire a été allègrement jeté en l'air lorsque, en novembre 2025, le PPE, Parti populaire européen, a adopté avec les voix des 3 partis d'extrême droite actuels au Parlement européen la législation qui revient, Loïc en a parlé, sur le devoir de vigilance des entreprises, etc. Et donc là, clairement, il y a eu une fenêtre d'opportunité pour ces partis qui se sont dit ça marche, on arrive à adopter des textes ensemble. Eh bien, continuons. En matière migratoire, ça s'est reproduit. Et donc, bien entendu, ce qui est en train de se dessiner, c'est une droitisation des textes, des choix politiques, et ces partis sont en plus, bien entendu, très eurosceptiques. Alors, en matière de politique étrangère et défense, ça ne va pas trop avoir d'impact parce que de toute façon, le Parlement européen n'a pas véritablement de pouvoir en la matière. Mais bien entendu, sur les choix politiques et les choix de société et de valeurs, oui, ça peut en effet... bien entendu, avoir un impact considérable en réalité sur les textes à venir dans la prochaine législature. Bonsoir. Moi, je me demandais juste si, de manière interne aux États-Unis, la guerre en Iran, ça pouvait affaiblir la position de Trump et notamment du Parti républicain, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient contre cette intervention et notamment même des républicains, parce que ça ne s'inscrivait pas trop dans l'idéologie America First ou MAGA, justement. Je pense qu'en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, une bonne partie de la question dans Trump et l'Europe, c'est quel Trump on a face à nous, combien de temps on l'a, et ça, c'est quand même crucial. Si je fais un petit parallèle, parce qu'on en a parlé, puis je ne l'ai pas développé, mais que lorsque la Cour suprême des États-Unis remet en cause ses droits de douane, parce qu'ils ont été imposés par décret en contournant le Parlement aux États-Unis, évidemment que derrière, ça a un impact aussi sur nous. Et donc, évidemment, la manière dont la base électorale de Donald Trump va réagir à la question des bombardements de l'Iran, et en réalité, ce n'est pas tant les bombardements de l'Iran que l'augmentation des prix à la pompe qui risque d'en résulter. C'est quelque chose qui est assez déterminant, notamment parce qu'on sait que on a les élections de mi-terme qui arrivent aux États-Unis et que si d'aventure les républicains perdaient le contrôle de la Chambre des représentants, ce qui semble probable, voire même du Sénat, alors ça viendrait quand même considérablement affaiblir la position de Donald Trump, y compris sur la scène internationale, parce qu'il n'aurait plus les mains aussi libres que ce qu'il a aujourd'hui. Donc, bien sûr, d'un point de vue européen, on peut que le souhaiter. Maintenant, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit quelque chose, c'est que chez Trump, il y a une brutalité et une absence totale de surmoi, et on a affaire à quelqu'un qui est sans doute pas tout à fait... ils sont peut-être plusieurs dans sa tête, enfin, ça se touche un peu là-haut, quoi. Mais... au demeurant, il n'est pas non plus totalement à l'opposé de la politique étrangère américaine qui a déjà été conduite à l'époque sous Biden et même déjà chez Obama. Le côté isolationnisme, le côté je demande aux Européens d'assurer leur propre sécurité. Rappelons-nous, c'est Joe Biden qui s'est retiré unilatéralement d'Afghanistan sans prévenir ses copains européens. C'est Joe Biden qui avait conclu le contrat AUKUS avec les Australiens en damant le pion de la France et en faisant que les Australiens ont déchiré un contrat qu'ils avaient pourtant signé. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit... qu'on puisse se dire, tiens, si les démocrates reviennent aux États-Unis, ça va tout changer pour nous. Ça changera sur le ton, ce sera plus agréable. Globalement, on pourra respirer un peu, on pourra essayer de se parler entre gens intelligents, mais enfin, ils continueront à défendre leurs intérêts. Parce que ce qui est sûr, c'est que les États-Unis sont ici dans la droite ligne de la théorie réaliste des relations internationales. Ils défendent leur intérêt. Et donc, si leur intérêt est contre celui des Européens, tant pis pour les Européens. Donc, oui, ça peut changer des choses. Oui, il y a sans doute quand même, par exemple, en matière de commerce international, des logiques qui ne sont pas du tout les mêmes entre les démocrates et les républicains. Mais sur d'autres points,
je ne suis pas sûr que ça change radicalement. Si je prends par exemple le cas du conflit à Gaza, la position américaine n'a pas totalement changé entre Biden et Trump. Ça a été une continuation, même si derrière, vous rajoutez les outrances. Biden, il ne parlait pas de Riviera, par exemple. Mais il n'en demeure pas moins que c'était un soutien militaire total à l'action à Gaza. Donc, il n'y a pas eu un changement radical. Bonjour, merci beaucoup déjà pour la présentation très intéressante. Moi, j'avais 2 questions qui sont intimement liées. C'est le fait qu'aujourd'hui, Trump veut être un gagnant, veut être un peu, entre guillemets, le nouveau maître du monde. Et aujourd'hui, quand même, on le sait, c'est 2 gros challengers, ça reste la Russie et la Chine. Moi, j'ai des questionnements sur sa stratégie, à la fois sur sa stratégie économique. En effet, de mettre des droits de douane aux Européens, qui étaient son allié historique, ne fait potentiellement que renforcer la position de la Chine, car aujourd'hui, l'Europe va chercher de nouveaux débouchés, et on le voit de plus en plus, et notamment sur un point de vue... Et deuxième point aussi sur la partie économique, le fait de bloquer le détroit d'Ormuz, ça donne une bouffée d'oxygène à la Russie, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent potentiellement vendre le pétrole de manière beaucoup plus aisée, et surtout le baril monte, donc pour soutenir l'effort de guerre russe, c'est un vrai avantage. Donc ça, c'est le premier questionnement que je me pose. Et le deuxième, c'est sur la partie militaire. Alors en effet, en mettant l'Europe à genoux et l'Union européenne, il y a un vrai risque d'implosion de l'Union, donc potentiellement plus de soutien sur la partie ukrainienne, les États baltes, et pourquoi pas la Pologne demain et l'Allemagne de l'Est, donc qui ferait renforcer la zone d'influence de la Russie, donc finalement affaiblir un petit peu les États-Unis d'un point de vue militaire. Et deuxièmement, l'invasion du Venezuela et le bombardement de l'Iran légitime aussi une future potentielle annexion de Taïwan par la Chine. Donc à la fois sur la partie militaire et économique, je trouve qu'in fine, il peut seulement renforcer ses grands ennemis, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre sur la stratégie long-termiste de Trump. Alors, peut-être pas, il est peut-être assez âgé, comme dit, il y a peut-être plusieurs là-haut, et il est peut-être mort dans 5-10 ans, donc peut-être il voit pas tout ça, mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre sur ça. Moi, en tout cas, je ne suis pas une spécialiste de la politique de Trump et de ce qu'il a dans sa tête non plus. Après, si on lit ses discours, ça semble assez clair tout de même qu'il est dans une logique d'empire et qu'il a bien conscience que, en effet, il y a la Russie et la Chine et qu'il ne va pas se heurter à ces deux adversaires-là. Et qu'il préfère en un sens que chacun ait son pré carré. Et qu'on retrouve une forme de logique d'équilibre entre la Russie qui va garder son précaré à elle, qui va plus ou moins évoluer selon qu'elle annexe totalement l'Ukraine ou d'autres pays, ou au contraire que les Européens réussissent à la contenir, que la Chine va faire ce qu'elle veut dans son précaré aussi, et qu'en contrepartie, ces 2 grosses puissances vont laisser les États-Unis œuvrer comme ils le souhaitent sur le continent américain, et donc faire son ménage comme il l'entend. Donc moi, j'ai un peu cette impression-là, en tout cas à lire les discours de Trump, qui compose avec cette donne-là, et que sa logique d'impérialisme et d'expansionnisme ne va pas jusqu'à se heurter à ces puissances-là, parce qu'il sait qu'il n'a pas la possibilité d'aller au bout de cette démarche, quoi. Mais bon, c'est mon... Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'après, il y a aussi l'idée que il y a une forme d'impulsivité, et donc il y a des décisions qui sont prises avec un peu un côté méthode Coué, et ça, je pense que pour le coup, il faudrait plus avoir une analyse d'ordre de la psychanalyse, parce que même si ça fait un peu café du commerce de le dire comme ça, mais si je prends par exemple la question des effets de la guerre en Iran, en fait, on se doute bien quand même que l'hypothèse d'aller bombarder Téhéran et d'essayer d'obtenir un changement de régime, c'est pas, on a dû se la poser avant. Je veux dire, c'est un régime qui était criminel, qui a massacré sa population, qui est un régime dangereux, qui a essayé d'obtenir la bombe atomique à de nombreuses reprises, qui a déclaré à de multiples reprises qu'il voulait la destruction d'Israël. Donc, il y avait quand même de très bonnes raisons de se dire, tiens, il suffit d'aller leur balancer des bombes et puis ça ira. Si on l'avait pas fait jusqu'à présent, c'est parce que on se disait, c'est peut-être pas aussi simple que je balance 3 bombes et puis après, ça règle le problème. Là, je pense qu'il y a eu à un moment donné cette idée de, oui, là, il y avait une fenêtre, donc on y va et puis on verra ce qui se passe après. Et
si je reprends par exemple la question de l'équation vis-à-vis de la Russie, bon, l'Iran, c'est quand même un allié de la Russie. Donc, décapiter l'Iran, en soi, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour la Russie. Évidemment, quand on réfléchit un peu après, oui, du coup, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que non seulement ça rend fou les caisses par l'augmentation classique du prix du pétrole, mais il y a aussi quand même l'arrêt des sanctions américaines sur le pétrole. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que pour le coup, Donald Trump était celui qui mettait la pression sur l'ensemble des États de la planète, par exemple notamment l'Inde, pour dire arrêtez d'acheter du pétrole russe, parce que ça contribue à l'effort de guerre, etc., etc. Et donc lui, il voulait essayer d'assécher un peu ce robinet-là. Finalement, il prend une décision qui va avec l'exact opposé. Je pense que c'est un peu de la même manière aussi qu'on nous a dit isolationnisme, l'Amérique d'abord, les guerres au Moyen-Orient, c'est terminé, je ne vais plus commencer de guerre, je ne ferai pas comme les prédécesseurs, etc. Et on se retrouve avec aujourd'hui une nouvelle guerre contre un État où les autres n'avaient pas osé y aller, quoi. Et si vous intéresse cette question, c'est aussi la décision qui a été prise par, en tout cas à l'aide de l'intelligence artificielle, puisque les services secrets américains et le Pentagone avaient conclu un contrat avec la société Anthropic, qui a fourni une analyse stratégique du terrain en Iran en disant c'est le moment d'y aller, et qui a fourni aussi des analyses prospectives en disant si vous y allez, il va se passer ça. Et donc c'est sur le fondement aussi d'analyses qu'ils ont pris cette décision. Donc, c'est aussi un peu vertigineux quand on voit les conséquences. Merci pour votre intervention. Concernant le troisième scénario, s'il s'agit d'adopter une position plus souple sur les valeurs, quel est l'avenir de la procédure de l'article 16 ? Et même de manière plus large, quel est l'avenir de l'adhésion de l'Union à la CEDH alors que pourtant ça se concrétise ? Alors, rapidement, la procédure, l'avenir de l'article 7, de toute façon, il n'a déjà pas eu de présent ni de passé. Donc, oui, peut-être, je rappelle, dans l'Union européenne, on a une procédure de sanction qui pourrait être utilisée pour sanctionner un État qui porte atteinte aux valeurs de l'Union européenne. Ça n'a jamais marché. Pour des raisons diverses et variées, on ne va pas rentrer dans les détails, mais notamment aussi parce qu'il faut des conditions de majorité qualifiée, surqualifiée, voire d'unanimité pour pouvoir sanctionner un État. Et donc, comme il y a plusieurs États qui sont dans le camp des illibéraux, eh bien, cette procédure n'a jamais fonctionné. Après, sur l'adhésion de l'Union européenne à la CEDH, qui en effet est en cours, je laisserai peut-être Loïc développer ce point. Quand on dit remise en cause des valeurs, bon, certainement l'Union européenne ne va pas aller jusqu'à porter atteinte aux droits fondamentaux des individus. Quand on dit que la valeur soit moins centrale, c'est-à-dire que dans les choix politiques, l'Union européenne va peut-être être plus pragmatique, c'est-à-dire plus favoriser les entreprises, le marché, et un peu moins des considérations fondées sur la démocratie, sur le pluralisme. Bien entendu, ce qui se dessine, c'est quand même pas que l'Union européenne va bafouer les droits fondamentaux des individus, en tout cas, j'espère. Je pense que l'idée de moins de valeur, je pense que c'est surtout dans ces relations extérieures. Et notamment, encore une fois, c'est le Mercosur. Ici, on se dit, OK, on a des craintes sur la question environnementale, etc. Mais quand je fais la mise en balance des deux, aujourd'hui, j'y vais quand même parce que j'en ai vraiment besoin. Lorsqu'on conclut, et là c'est autre chose, pour le coup on est vraiment sur les valeurs politiques, quand on conclut un accord de libre-échange avec l'Inde, aujourd'hui l'Inde, ça ne fait pas du tout rêver si je me projette d'un point de vue des valeurs de l'Union européenne. On a un gouvernement totalement illibéral, totalement intolérant d'un point de vue religieux, avec des tentatives de prise en main des organes judiciaires, etc. Bon, on revient à une espèce de réel politique que l'Union européenne disait combattre, puisqu'on rappelle que le traité dit que dans ses relations avec le reste du monde, l'Union européenne promeut ses valeurs. Elle promeut ses valeurs. Aujourd'hui, elle va surtout peut-être sauvegarder ses intérêts. Et je pense que c'est ici, dans la dichotomie intérêt-valeur, qu'on risque de voir une divergence dans le cadre principalement des relations extérieures.
Merci beaucoup pour la très grande qualité de votre intervention. Vraiment, c'est très, très intéressant. Merci au public pour votre présence, pour vos questions également très pertinentes. Et merci à l'EDIEC pour le soutien dans l'organisation de cette conférence. Merci à tous. Bonne soirée.